Bien, donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire dédié à explorer le nudge marketing, qui est un outil vertueux au service de la société. Nous sommes très heureux avec Mathis et toute l'équipe de marketeurs de vous accueillir pour la prochaine heure qui va suivre. Je vais d'abord me présenter. Je suis Melvin Antrua, le coprésident de l'association étudiante, et je vais être accompagné de l'inarrêtable Mathis Lebaillon, qui est en charge du pôle event de l'association. Il a fait un travail super en amont de la conférence pour préparer cet événement que nous espérons grand et qui vous apportera beaucoup de choses. Un petit mot simplement sur l'association. Donc, nous sommes une asso étudiante parrainée par le réseau BMA, donc Brest Marketing Academy. Et nous saluons d'ailleurs tous les professionnels issus de ce réseau qui seront là pour cette heure, pour s'enrichir et apprendre beaucoup de choses à nos côtés. Nous avons le grand plaisir d'accueillir deux professionnels. D'abord, Madame Anne Leroux, vous êtes consultante en nudge marketing et vous allez pouvoir nous apporter vos connaissances et votre retour d'expérience sur beaucoup de sujets et de nudge que vous avez pu voir au cours de vos expériences dans les entreprises. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. Et nous serons également accompagnés de Jacques-François Diouf, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, notamment à l'IGRIE Rennes. Et vous êtes spécialisé en neuromarketing et en marketing social. Et nous avons hâte également d'entendre vos propos sur ce sujet. Ensuite, concrètement, comment va se passer l'heure? Nous allons d'abord écouter Mathis Lebaillon, mon collègue, qui va vous permettre de raccrocher les wagons pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi on parle quand on parle de nudge. Il va vous apporter des éléments de définition, un petit peu poser le contexte dans lequel s'inscrit ces techniques et ce mouvement. Ensuite, nous allons allouer une trentaine de minutes aux deux professionnels pour qu'ils puissent justement présenter leurs propos et vous aider à en apprendre davantage sur le nudge. Et enfin, nous allons laisser entre 15 et 20 minutes à la fin de la séance pour vous permettre de poser toutes les questions qui vous sembleront pertinentes. Ne vous sentez surtout pas bridé d'ailleurs. Je pense que chacune de vos questions ou de vos interrogations pourra être utile à l'ensemble des personnes et n'ayez surtout pas peur de vous poser des questions ou de laisser place au débat éventuellement en fin de séance. Voilà. Profitez bien et nous sommes certains que vous allez apprécier cette conférence. Merci encore. Merci Melvin. Alors, rapidement, l'idée c'est de pouvoir vulgariser certaines notions en matière de nudge pour permettre aux personnes néophytes de pouvoir, comme tu le disais Melvin, de raccrocher les wagons. Alors, la théorie du nudge, alors nudge peut se traduire par coup de pouce en français. Elle réfute l'idée selon laquelle nous sommes des êtres rationnels. Alors, désolé pour les fervents défenseurs de l'homo economicus, on sait qu'en marketing, ça ne fonctionne pas très bien. Nos choix ne sont pas toujours faits de façon raisonnable car nous souffrons de ce que l'on appelle des biais cognitifs. Alors, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. En d'autres termes, votre cerveau vous joue des tours. Ainsi, selon cette théorie, la théorie du nudge, on peut influencer la prise de décision d'un individu grâce à des incitations ou des petits coups de pouce. Autrement dit, grâce à des nudges. Alors, en théorie, le nudge peut se définir de la façon suivante. Mettre en place des nudges consiste à modifier le contexte d'une prise de décision ou le contexte ou l'environnement d'une prise de décision pour influencer et non contraindre, c'est important, quelqu'un dans un sens qui correspondrait mieux à son propre intérêt ou à l'intérêt général. Avec un exemple, c'est toujours plus clair. Donc, je vous présente les toilettes de l'aéroport d'Amsterdam où une mouche a été ajoutée dans chacun des urinoirs. L'objectif, donner envie aux hommes de viser la mouche et donc de réduire les fuites d'urine. C'est une initiative qui a été couronnée de succès puisqu'une diminution de 80% des fuites et donc des frais d'entretien a été observée. Dans cet exemple, le nudge, donc l'incitation, c'est la mouche. Cette mouche, elle vient modifier l'environnement et le contexte de l'action de l'usager. Résultat, elle donne instinctivement envie aux hommes de la viser. Ce qu'il est important de comprendre à travers cet exemple et cette définition, c'est que le nudge fait référence à des notions fondamentales en matière de sciences humaines et en sciences comportementales. Ces notions, ce sont les biais cognitifs dont je vous ai parlé au début, et la seconde notion, c'est la théorie des deux systèmes de pensée. Pour la faire très simple et très courte, le système 1, c'est relatif à l'instinct, c'est notre cerveau qui est en mode pilote automatique. Le système 2, c'est le cerveau qui est en pleine réflexion, en pleine analyse, et c'est le moment où tous nos sens sont en éveil. Et vous vous en doutez, pour l'histoire de la mouche, pour que ça fonctionne, il fallait que l'individu se trouve en système 1. Très rapidement, sur la dimension historique, on peut dire que l'approche nudge, elle est vieille d'une 50aine d'années. Les premiers travaux sur les biais cognitifs remontent aux années
70 environ. Mais c'est à la fin des années 2000 que l'approche nudge fait son entrée dans la sphère économique, après la parution du livre donc, de Richard Taylor et de Cass Sunstein qui s'intitule Nudge de points, améliorer la décision concernant la santé, la richesse et le bonheur. Dans leur livre, les deux hommes exposent des techniques d'influence douce qui peuvent favoriser un changement de comportement plus sûrement que des lois, des interdits ou des ordres. Et ça, vous vous en doutez, ça intéresse grandement les pouvoirs publics. D'ailleurs, dans un premier temps, ce sont les pouvoirs publics qui s'approprient le phénomène nudge. Dès 2010, on a David Cameron, donc l'ancien Premier ministre britannique, et Barack Obama en 2013, qui dotent leurs administrations de nudge unit. Donc simplement, une nudge unit, c'est une structure indépendante ou non qui propose au gouvernement d'utiliser les enseignements de l'économie comportementale pour améliorer l'action publique et leur politique. En France, cocorico, avec un peu de retard, on s'y est mis à partir de 2013. Et aujourd'hui, c'est au sein d'une unité rattachée à Bercy qui s'appelle la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, que des personnes développent la culture et la pratique du nudge. Dans le domaine public, encore une fois, les champs d'application du nudge ils sont assez variés, mais on retrouve trois domaines principalement représentés. Le premier, c'est le civisme et le vivre ensemble, avec notamment, donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, la propreté des espaces publics, les urinoirs. On a aussi le fait de jeter des mégots, des chewing-gums par terre. On a ensuite la santé, avec la gestion de la consommation de tabac, d'alcool, de drogue, la forme physique d'une société, ou encore plus récemment la prévention routière. Et enfin, un des domaines d'application les plus représentés, c'est la préservation de l'environnement, avec le tri des déchets, la gestion des trajets polluants, la consommation de viande, la saisonnalité des produits alimentaires. Je vous ai beaucoup parlé du nudge dans le domaine public, mais pour autant, le nudge peut très bien être utilisé dans le domaine du privé, en entreprise. Comme nous le montrera Anne et M. Diouf tout à l'heure, le nudge peut servir de manière tout à fait opérationnelle des objectifs d'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe. Alors en interne, ça va être par exemple l'amélioration de la vie des salariés au sein de l'entreprise, des pratiques internes plus vertueuses en matière d'environnement ou de santé, ou par exemple tout simplement l'intégration d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle collaboratrice. En externe, ça peut être par exemple le lancement d'une nouvelle offre, produit ou service, une campagne de communication, ou alors le nudge peut contribuer à la mise en place d'une démarche RSE ou l'amélioration de l'expérience client, l'expérience utilisateur. Mais attention, lorsqu'il devient manipulatoire et lorsqu'il est utilisé pour servir uniquement l'intérêt, d'ailleurs souvent marchand, de l'émetteur, on parle de sludge marketing et non plus de nudge marketing. Un autre terme pour définir le sludge, c'est le dark nudge. Et d'ailleurs, les exemples de sludge marketing, vous en connaissez forcément. C'est par exemple les fausses promotions en tête de gondole, ou par exemple sur Internet, lorsqu'un site mentionne dernière réservation il y a 3 minutes, 2 produits restants, ou alors 50 personnes sont en train de regarder cette offre en ce moment. Et sachant ça, dans un contexte de sobriété, où se trouve la frontière? Quand quitte-t-on le domaine du nudge bienfaisant pour pénétrer dans l'univers du sludge? Et au-delà même de cette dichotomie entre nudge et sludge, la théorie du nudge n'est-elle pas en soi également un frein au libre arbitre? Eh bien, ces questions, nous allons nous les poser et nous allons en discuter aujourd'hui. Alors, merci pour cette introduction. Monsieur Diouf, je vous laisse la parole. Je vous laisse aussi partager votre écran. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous remercie chaleureusement. Alors, merci pour l'invitation et puis désolé d'être arrivé un peu en retard. Je vais déjà essayer effectivement de me partager la slide afin que vous puissiez voir un peu la présentation alors que je m'y retrouve. Vous m'avez donné la main pour pouvoir... Ah, alors, ok. C'est bon. C'est bon pour vous? Merci. Ok. Donc, quand on est effectivement sur cette logique de nudge, personnellement, ça me parle et l'invitation peut-être fait sens dans la mesure où mes travaux de recherche en qualité d'enseignant-chercheur au niveau de l'IGR collent en partie avec cette logique de nudge, mais ma spécialité, c'est le marketing social et le neuromarketing. Et le marketing social, comment je pourrais peut-être le définir?
c'est la volonté de vouloir utiliser effectivement des outils marketing pour effectivement pousser un ensemble d'individus à adopter un comportement qui peut être effectivement bénéfique pour eux ou bénéfique pour l'ensemble de la société. Donc, des chercheurs comme Kotler, par exemple, ou Gérard Harting, qui est plus récemment, on se sont demandé est-ce qu'il n'était pas possible d'utiliser les outils marketing de segmentation, de ciblage, de positionnement, de conception d'offres pour faire la même chose sur des thématiques parfois un peu comportementales et sur des thématiques, par exemple, de sécurité routière, d'alimentation, d'arrêt de tabac ou bien de réduction de consommation de produits tels que l'alcool. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser les mêmes techniques, effectivement, marketing pour pousser des gens à adopter un comportement qui soit, dans une logique de santé publique, un peu plus pertinent pour eux? Et en ce sens, on voit un peu la logique que le nudge peut avoir et comment il peut s'intégrer dans comment on appelle ça, dans une logique de marketing social. Donc, je vais commencer par, dans une première partie, à présenter peut-être quelques aspects théoriques de ce nudge en lien avec les comportements de santé, en approfondissant la définition qui a déjà été donnée par vous et qui est effectivement pertinente et rajoutant peut-être quelques éléments, avant de les exemplifier dans des cadres de comportement en santé, bien entendu, avec un focus sur l'alimentation afin de pouvoir illustrer le propos et discuter après effectivement de la dimension peut-être un peu plus éthique de l'usage de ce type d'outils lorsqu'il s'agit effectivement d'influencer les comportements. Alors, effectivement, en termes de définition, il a déjà été dit que lorsque vous parlez de nudge, on est dans une logique d'essayer de créer une sorte d'architecture de choix, bien entendu, qu'on va présenter à une cible d'individus et le but, c'est de les pousser à adopter un comportement spécifique, sans les contraindre. Et ça, c'est peut-être le point important. Il faut que ce soit quelque chose qui se fasse effectivement sans contrainte pour le coup. Et il faut que l'on puisse effectivement présenter un ensemble d'options et que parmi ces options, celle que vous êtes en train de présenter soit celle qui soit peut-être la mieux valorisée et celle vers laquelle vos consommateurs vont se diriger. Et ça pousse à se demander comment on construit effectivement en nudge, quelles sont les étapes par lesquelles vous pouvez passer pour créer effectivement un dispositif ou une architecture de choix au sein duquel vous pouvez en valoriser certains. Donc, en termes d'étapes de création, on pourrait retrouver différents points. La première chose, c'est qu'il faut que vous définissiez, dans une logique souvent de santé publique, l'objectif qui est recherché. Il faut qu'il y ait une problématique sur laquelle vous êtes en train de travailler clairement. Donc, est-ce qu'il y a un contexte dans lequel cela s'inscrit? Si vous prenez par exemple le cas on pourrait prendre le cas du tabac, par exemple, vous dites que vous cherchez à réduire le taux de fumeurs dans un pays bien spécifique, c'est votre problématique de base. Vous souhaitez les pousser à adopter de nouveaux comportements liés à la cessation tabagique, utiliser des patchs par exemple, arrêter de fumer, faire le mois sans tabac, et cetera, bah, vous allez avoir là une possibilité de créer un contexte autour duquel les gens vont pouvoir effectivement essayer à l'adoption de ce comportement en question. Le mois sans tabac qu'on a vécu au mois de novembre est un exemple assez spécifique où vous banalisez par exemple tout un mois de manière à faciliter l'adoption de ce comportement. Des rendez-vous gratuits chez des tabacologues, par exemple, la possibilité de pouvoir, comment on appelle ça, avoir des remboursements de patchs ou bien de gomme nicotinique, par exemple, pour pouvoir se lancer dans cette logique, télécharger une application Tabac Info Service qui vous accompagne pendant un mois en donnant chaque mois des informations sur les bénéfices que vous gagnez à arrêter de fumer et si vous tombez, bah, avoir des conseils pour vous aider un peu à vous relever. On est là effectivement sur une conception qui relève un peu de cette logique de nudge. Il faut que vous ayez aussi une idée très claire de la cible que vous touchez et donc il faut bien segmenter votre population pour être cible que vous adaptez votre nudge aux personnes que vous êtes en train de viser. Sinon, il n'y a pas la pertinence n'est pas perçue et vous risquez de voir un certain nombre de personnes ne pas l'adopter. Dans le cas, par exemple, du mois sans tabac, ceux on cible en particulier, ça va être les personnes qui contemplent l'idée d'arrêter de fumer. Si vous n'en êtes pas à ce stade-là de vouloir arrêter de fumer, vous ne verrez peut-être pas l'intérêt de vous lancer dans une logique de cessation tabagique pour le coup. Donc, je dirais les clients prioritaires ou la cible prioritaire, ce seront effectivement les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, mais c'est toujours aussi une opportunité de pouvoir faire passer des messages à des personnes qui n'en sont pas à ce stade-là et d'autres peut-être dispositifs seront mis en place pour essayer d'amener ces cibles secondaires ou tertiaires vers l'idée de contempler peut-être cette activité ou bien cet exercice du mois sans tabac l'année qui suit ou l'année d'après.
il faut aussi que vous pensiez peut-être déjà en amont à des indicateurs de mesure visant à évaluer l'efficacité de vos nudges quand vous êtes en train de le concevoir. Comment vous allez être sûr que votre nudge fonctionne, comment vous êtes sûr qu'il est efficace en construisant effectivement automatiquement votre dispositif, essayez de placer ou bien d'intégrer déjà ces indicateurs par la même occasion. Deuxième étape, lorsque vous avez fini en fait de vous figurer un peu quel est le problème que vous souhaitez attaquer, le contexte dans lequel vous le faites, la cible et les indicateurs de mesure, il va falloir effectivement que vous exploriez et que vous compreniez le comportement en question que vous souhaitez modifier, changer ou influencer. Et donc là, bon, toutes les armes sont permises, hein, c'est-à-dire aller ouvrir les bouquins, par exemple, théoriques liés au comportement, regarder les modèles liés au comportement pour voir en gros quels sont les différents facteurs qui peuvent expliquer pourquoi quelqu'un se comporte d'une certaine manière, les motivations et les freins à se comporter par exemple d'une certaine manière, et les leviers sur lesquels vous allez devoir jouer pour peut-être influencer les individus en question. Et donc on part dans une analyse assez fine du parcours décisionnel effectivement de la cible, et on essaye d'identifier les biais qui vont affecter effectivement cette cible pour voir comment votre dispositif pourra jouer ou transformer ces éléments en levier afin de pouvoir voir le résultat escompté, à savoir le changement de comportement. Ensuite, pensez à concevoir peut-être des nudges en co-créant peut-être avec différents acteurs de l'écosystème liés à la problématique en question. Si vous êtes par exemple je reste sur mon exemple du moisson tabac qui est peut-être assez parlant, bah, vous n'allez pas travailler tout seul si vous êtes Santé publique France, vous allez travailler peut-être avec les pharmaciens, travailler avec des tabacologues, vous allez travailler avec des coachs sportifs aussi qui sont parfois éventuellement des acteurs dans la logique où le sport est souvent un outil utilisé par ceux qui s'arrêtent de fumer pour, comment on appelle ça, retrouver éventuellement la santé. Donc, ils peuvent vous donner quelques billes qui vous permettent de savoir comment construire votre dispositif. Ça peut être des diététiciens aussi, hein. Par exemple, que quand on arrête de fumer, on a tendance parfois à se rattraper sur d'autres types de comportements un peu, comment je pourrais dire ça? Alors je ne vais pas dire addictifs, mais qui peuvent être un peu une sorte de rééquilibrage comportemental. Donc on va manger un peu plus, donc on va parler à des diététiciens pour voir comment on peut s'assurer qu'on n'ait pas une sorte d'autres dérives comportementales où on va remplacer éventuellement son addiction à la cigarette par autre chose. Et donc, les différents acteurs professionnels de la santé que vous pouvez consulter pour construire effectivement ce mois sans tabac-là, il faut qu'ils soient autour de la table pour qu'ils puissent vous donner des outils pour pouvoir effectivement y arriver. Sélectionnez peut-être le nudge qui a la puissance de frappe la plus intéressante pour vous. Il y a la nature, effectivement, la capacité de pouvoir toucher peut-être le plus grand nombre de personnes. Ça peut être également ce qu'on pourrait appeler la capacité d'implantation. Est-ce que vous avez choisi peut-être le dispositif qui est le plus facile à déployer? Est-ce que c'est un coût, que les coûts qui sont liés à la mise en place de ce dispositif est quelque chose que vous pouvez supporter? Est-ce qu'il est acceptable? Et là, on reviendra sur la dimension éthique, par exemple, à devoir considérer. Est-ce que vous pouvez effectivement l'évaluer? Et enfin, ne jamais oublier la phase effectivement d'évaluation qui vous permet de savoir si ça a marché ou pas. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être répliqué par d'autres personnes demain s'ils souhaitent le faire dans un autre pays ou effectivement sur d'autres types de comportements? Les limites, et je vais les dresser, les lister assez vite pour les discuter un peu plus loin. Les critiques que l'on a tendance à faire effectivement au nudge, et ils ont été cités, c'est la notion de manipulation dont vous avez parlé effectivement tout à l'heure, parce que là, on se demande en gros, est-ce que pousser quelqu'un à adopter un bon comportement, c'est vraiment la meilleure option par rapport au fait de le laisser réfléchir pour arriver à ce comportement-là, et qu'on se demande si, excusez-moi, le fait de ne pas reposer sur un système réflectif qui favorise parfois le mode de délibération n'est pas un des défauts du nudge pour le coup. Est-ce qu'on veut que les gens fassent quelque chose juste pour le faire ou est-ce qu'on veut qu'ils le choisissent par conviction, qu'on est sur des comportements en santé? C'est très très important parce que ça fait partie des déterminants de santé d'être en mesure de pouvoir soi-même décider ce qui est bon pour soi, bon pour sa famille et j'en passe. Première critique, et deuxième critique, c'est en gros l'opposition entre la responsabilité individuelle et l'action de l'État. Vous parliez tout à l'heure du fait que pas mal de décideurs publics ou bien de différents pays ont tendance à utiliser le nudge pour pousser leur population à adopter certains comportements. Ça doit rester en arsenal pour les acteurs publics à pouvoir déployer pour favoriser le concept d'empowerment, c'est-à-dire que
les gens se sentent en capacité de pouvoir faire des choses eux-mêmes. Mais il n'a pas vocation non plus à remplacer les autres déterminants de santé sur lesquels il faut travailler, d'ordre économique, sociaux, culturels ou environnementaux, qui nécessitent des investissements à part. Donc, ça pourrait effectivement être discuté et comme on pourra peut-être le voir tout à l'heure, à quel moment, en fait, vous pouvez peut-être décider ce qui est bon pour les gens. Quel est le degré comment on appelle ça, de finesse, ou de type de nudge qu'on peut parfois déployer et quel est le degré d'intimité dans lequel on peut rentrer quand il s'agit de certains comportements. On demande aux gens peut-être d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, de conduire correctement, de manger sainement, et cetera, et cetera. Parfois, il peut y avoir une multiplication de sollicitations qui fait que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent véritablement faire et où est-ce qu'ils peuvent être décideurs et ils peuvent parfois se rebeller contre ce type de dispositif parce qu'ils considèrent tout simplement qu'on leur en demande trop et que leur libre arbitre est quelque chose que l'on met de côté. Petit exemple pour pouvoir un peu voir comment certains nudges se construisent, j'ai essayé de partir sur les comportements alimentaires. Vu que l'heure du déjeuner va se rapprocher, ça parlera peut-être un peu plus à notre auditoire pour sortir un peu de la logique du mois sans tabac, par exemple. Quand vous prenez, quand vous pensez en fait aux décisions qui sont liées à la manière dont on s'alimente, il y a des moyens d'action bien spécifiques qu'on peut déployer pour pouvoir effectivement influencer les décisions qui sont prises. Et donc sur ce tableau, j'ai essayé un peu, donc je me suis inspiré de ce tableau que j'ai retrouvé dans un bouquin intitulé Marketing social et nudge, pour le coup écrit par Karine Galopel-Morvan et Dominique Trier, où il présente différents paramètres qui constituent la prise de décision alimentaire. Première chose, il y a les qualités intrinsèques effectivement de l'aliment en question, que ce soit la qualité, par exemple, caractéristiques physiques du produit, les qualités nutritionnelles, les ingrédients, méthodes de production, etc., etc. Donc, en termes de moyens d'action, si vous souhaitez, par exemple, mettre en avant certains aliments plutôt que d'autres, vous pouvez décider de mettre en avant ou de valoriser parfois les choix de certains ingrédients, le mode de production, le mode de transformation, qui sont des choses qu'on va retrouver parfois en marketing quand on décide de mettre en avant soit sur un packaging, soit dans un supermarché, soit dans une publicité, certains éléments clairs pour pouvoir effectivement influencer l'évaluation cognitive effectivement du consommateur d'un produit, ça relève effectivement d'une forme de nudge. Ça peut être les qualités extrinsèques, par exemple, du produit. Et là, on rentre peut-être dans le marketing de manière peut-être plus générale ou de la manière dont c'est peut-être un peu plus perçu par le consommateur lambda, à savoir focus sur des dimensions symboliques, la marque, la région d'origine, les signes ou labels que l'on va retrouver dessus, un label éco-responsable, un label par exemple qui est bio, mettre en avant peut-être des instructions ou bien un mode d'emploi d'utilisation pour optimiser la performance d'un produit. Ce sont des exemples qu'on peut retrouver dans le domaine alimentaire pour effectivement valoriser certains produits plutôt que d'autres. La faim, par exemple, peut être un élément qui peut être utilisé pour pouvoir effectivement influencer le consommateur du fait de la manière dont, comment on appelle ça, sa physiologie fonctionne et éventuellement même la psychologie qu'il a en matière peut-être d'alimentation. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes parfois, vous passez à côté d'un McDonald's, vous sentez l'odeur du burger, ça peut éventuellement jouer. La manière dont peut-être un biscuit va craquer ou croustiller quand vous êtes en train de le manger, ça participe effectivement comment on appelle ça, aux éléments qui vont vous faire peut-être apprécier ou juger le produit de manière assez favorable. Le fait éventuellement de, comment on appelle ça, faire des publicités ou éventuellement lancer des promotions sur un téléphone ou sur une application avant l'heure du déjeuner parce qu'on sait que c'est un moment où vous êtes peut-être plus réceptif comment on appelle ça, à des produits alimentaires, ben, ça sera peut-être un peu plus pertinent pour vous, etc., etc. Et enfin, on a la notion de coût qui peut avoir des effets positifs ou négatifs en fonction du focus qu'on peut avoir. Est-ce que c'est le prix que les gens décident de payer ou bien les moyens que l'on va mettre en œuvre pour arriver à mettre la main sur un aliment en particulier. Et là, pour le coup, on jouera sur des leviers tels que les taxes ou les subventions. À un moment, on parlait par exemple de taxer les sodas ou les boissons trop sucrées pour éviter aux gens parfois de les acheter. En Irlande, ils avaient pensé, ou en Écosse, à un moment à mettre une taxe sur l'alcool pour rendre les produits moins accessibles et pousser les gens effectivement à les consommer moins. Et dans d'autres situations, vous pouvez parfois décider
de donner ou accorder effectivement des subventions pour faciliter l'usage de certains types de produits ou forcer peut-être des personnes à partir sur des produits plus spécifiques qui sont meilleurs pour leur santé. Et en ce sens, vous voyez que si vous souhaitez influencer des décisions alimentaires, vous pouvez retrouver facilement 2 familles d'interventions, à déployer. Une approche économiste, qui constituera à agir sur les marchés à travers des modifications des réglementations et de passer par des leviers financiers. Donc soit vous allez peut-être modifier les réglementations du marché sur lesquelles vous êtes pour favoriser certains types de produits. On voit parfois comment l'Union européenne essaye de se protéger autant qu'elle peut de produits qui vont venir des marchés américains ou des marchés asiatiques parce qu'ils ne répondent pas à des normes spécifiques, ou essayer de valoriser une agriculture qui peut être européenne et qui a des normes différentes des autres marchés. Ça peut être aussi des leviers financiers en donnant des subventions, par exemple, à des agriculteurs pour qu'ils puissent effectivement changer leur manière de produire et proposer d'ailleurs des produits qui correspondent un peu plus aux attentes du marché ou au bien-être alimentaire effectivement d'une zone géographique bien spécifique. Sinon, on peut aussi agir en déployant ce qu'on appelle une approche comportementale qui vise à modifier le comportement sans pour autant toucher à la qualité intrinsèque du produit ou éventuellement au prix. Et là, on va jouer sur les dimensions informationnelles, on va jouer sur des mécanismes un peu plus viscéraux ou psychologiques qui visent à produire effectivement une perception peut-être positive du produit et à vouloir peut-être aménager l'écosystème d'un individu pour qu'il puisse mettre les mains sur un aliment de manière nettement plus simple, de manière plus rapide, comment on appelle ça, et se figurer peut-être comment il peut l'utiliser plus facilement, le cuisiner plus facilement, etc., etc. Petit exemple de type de nudge que vous pouvez retrouver dans des cafétérias d'entreprise ou dans des cantines. Si vous allez au self éventuellement de l'IGR, vous pourrez voir certaines choses qui y ressemblent. Vous allez avoir des leviers d'ancrage ou d'amorçage, par exemple, qui nécessitent la mise en avant ou de créer une sorte de visibilité accrue pour un produit. Si vous avez un menu du jour ou un sandwich du jour que vous décidez de mettre en avant, bah, il a plus de visibilité que d'autres et vous pouvez décider d'utiliser ce type de levier pour mettre en avant peut-être une offre plus saine que les autres que vous pouvez avoir. L'effet de présentation et de facilité d'accès, rendre certains produits plus accessibles, les placer en début de self, par exemple, et mettre les produits qui sont éventuellement un peu plus gras, sucrés ou salés en fin de self, ou les rendre un peu moins accessibles. Quand vous allez dans des cantines, par exemple dans les écoles primaires, c'est des choses qu'on peut tester parfois en mettant les fruits et légumes juste à la portée des petits enfants et les produits qui sont un peu plus gras, un peu plus hauts, en sachant qu'ils sont plus petits et qu'ils auront peut-être moins de capacité à aller chercher, même si certains peut-être feront la courte échelle pour pouvoir aller les chercher éventuellement. Le choix par défaut, une offre de menu sain que vous allez proposer et ce label sain va le distinguer effectivement des autres produits et à vous peut-être le consolider avec un prix un peu plus attractif ou avoir un système de sanctions ou de récompenses sur les produits qui sont moins sains, avoir des portions par exemple qui sont plus petites pour le coup, garantir peut-être des prix plus intéressants pour les produits qui sont plus sains, offrir de l'eau gratuitement pour s'assurer que les gens par exemple s'hydratent au lieu d'aller effectivement sur une logique de soda ou de boissons sucrées, peler des fruits directement pour que les gens n'aient pas peut-être la flemme de penser à éplucher une orange, etc., etc. Ce sont autant de leviers que l'on peut retrouver dans la mise en place peut-être de nudge dans le cadre peut-être de consommation d'aliments dans des lieux publics tels qu'une cafétéria ou une cantine. J'ai encore combien de temps juste pour ne pas peut-être déborder? Je vous entends pas. Oui, bon, on va pouvoir après vous laisser encore 2-3 minutes pour OK, ce qui conclure, me si ça vous permet. va. Et après, on pourra passer. C'est parfait. Donc, je vais terminer sur cette dernière partie concernant effectivement l'éthique en santé et les nudges, savoir quel est le degré de compatibilité qu'on peut effectivement y retrouver. Vous avez peut-être deux principes qui sont des principes qui se ressemblent un peu, mais qui essayent qui sont qu'on peut nuancer d'une certaine manière lorsqu'ils sont appliqués au nudge et dont on avait parlé un peu précédemment, notamment quand l'État est à la manœuvre sur ce type de dispositif. C'est cette notion de principe paternaliste, c'est-à-dire qu'on a une entité qui sait mieux, alors l'État qui sait mieux que la population ce qui est bien pour elle ou autre et donc parfois on est dans des logiques un peu de rébellion. On a pu le voir, notamment durant la crise covid avec les vaccins et comment certaines personnes disaient: «Bah non, en fait, je ne vais pas me vacciner tant que j'ai pas telle ou telle information» et l'État qui avait tendance à essayer parfois de
de trier certains discours ou bien effectivement de remettre les choses en place pour s'assurer qu'il n'y avait pas une dissémination de mauvaises informations concernant les vaccins quand ils géraient une épidémie telle que la Covid, pour le coup. Donc, quel est le degré d'omniscience de l'État lorsqu'il s'agit de certains types de comportements qui peuvent être assez intimes? Il y a le fait d'envahir peut-être l'espace privé des individus et de ne plus leur laisser la capacité d'être autonomes et libres dans les choix qu'ils font. Et, ça, c'est une des autres critiques que l'on peut avoir. Et l'autre aspect, et certainement que Madame Leroux en parlera, quand on rentre dans des logiques commerciales, c'est on peut se demander est-ce que cette posture paternaliste est parfois compatible avec une logique commerciale. L'exemple typique que je peux donner, c'est à Vittel qui avait par exemple ce bouchon minuteur d'hydratation qui vous rappelait que toutes les 60 minutes, vous deviez boire de l'eau. Alors effectivement, il faut s'hydrater et c'est bon pour la santé, mais c'est boire de l'eau, c'est boire de la Vittel. Donc vous poussez aussi vos produits par la même occasion. Et là, on peut trouver le discours peut-être un peu tendancieux ou limite borderline en termes d'éthique, pour le coup. Et c'est la question de la transparence des nudges aussi se pose, c'est-à-dire à un moment, quand les nudges reposent sur des mécanismes psychologiques qui sont limite cachés, est-ce qu'on est véritablement pas plus proche des publicités subliminales ou natives où les gens ne comprennent pas véritablement pourquoi ils sont obligés de prendre une décision? Et se pose la question effectivement d'influencer les gens sans qu'ils ne soient capables d'identifier les leviers que vous utilisez pour pouvoir effectivement influencer leur comportement. C'est une des choses qui sont largement discutées dans la littérature et qui sont toujours effectivement ouverts à débat. Et là, on tombe un peu aussi dans des catégories en marketing de ce qu'on va appeler du marketing caché, mass marketing ou stealth marketing, où effectivement l'approche éthique n'est véritablement pas présente à 100%, malheureusement, et certainement que nous aurons le temps d'en débattre pour le coup. Et pour terminer, sur les biais cognitifs, c'est pareil, quand vous êtes sur ces notions parfois de nudge, vous utilisez beaucoup de biais pour pouvoir effectivement pousser les gens à adopter certains types de comportements. Attention parfois à ce que l'instauration d'une norme peut provoquer en termes de stigmatisation d'autres populations. Si on vous dit que voici ce qu'on attend, on devrait faire, ou voici ce qui est bon pour vous, quand vous ne le faites pas, vous êtes automatiquement peut-être perçu comme le vilain petit canard. Donc, ceux qui décident de ne pas faire le mois sans tabac ou de ne pas manger sainement ou de ne pas se vacciner, comment ils sont perçus par les autres et comment ils sont traités par les autres, c'est des choses qu'il faut savoir anticiper lorsque l'on déploie ce type de dispositif, et on ne facilite pas le développement effectivement de l'autonomie chez les individus. Et en conclusion, on se demande s'il ne faudrait pas avoir une approche, notamment en santé, plus modérée de ces nudges. Est-ce qu'il n'y serait pas parfois nécessaire de devoir encadrer la manière dont ils sont déployés en fonction peut-être des intentions, en fonction des acteurs, pour s'assurer effectivement que l'éthique soit replacée effectivement au milieu de cette pratique? Et en cela, je vais conclure en citant peut-être un article de loi qui s'applique à la publicité. On vous dit par exemple que la publicité doit pouvoir être identifiée de manière claire et non équivoque dès sa réception par son destinataire ou en cas d'impossibilité technique dans le corps du message. On pourrait se demander s'il ne pourrait pas y avoir une sorte d'obligation de transparence pour certaines formes de nudge afin que les gens effectivement puissent retrouver un peu plus d'autonomie dans les choix qui sont faits et ne pas effectivement penser automatiquement qu'ils sont dans une logique de manipulation ou bien de kidnapping de leur libre arbitre. Donc, je m'arrêterai là et nous aurons la possibilité de pouvoir débattre ces différentes questions après l'intervention de Madame Leroux. Oui, bien sûr, exactement. Nous pourrons explorer toute cette ouverture et ces questionnements que les professionnels peuvent se poser en fin de séance. On va pouvoir laisser maintenant le temps de parole à Madame Anne Leroux. Madame, pareil, ne vous sentez surtout pas pressée par le temps, hein. On peut prendre le temps qu'il faudra. Donc prenez 20 minutes s'il le faut pour nous présenter tous vos propos et on se retrouve juste après pour la séance de questions-réponses. Merci encore, Monsieur Jacques-François Dupont. Oui, merci beaucoup, Monsieur Diouf. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout la finalité, effectivement, la transparence du nudge, c'est une vraie question. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Dans ce premier slide, vous aurez sans doute reconnu le nudge le plus connu, le plus médiatisé, mais également le plus cliché. Hein, c'est celui qui est effectivement le plus médiatisé, mais il faut aller au-delà de ce nudge, et c'est ce qu'on va faire dans cette présentation.
Alors, qui je suis d'abord? Moi, donc, je suis Anne Leroux, j'ai une expérience de 10 ans en développement commercial. J'ai également 16 ans de marketing derrière moi. J'ai 2 spécialités qui sont le lancement de produits et l'approche nudge. J'ai accompagné plusieurs secteurs dans l'agroalimentaire, la mode, le conseil, le luxe, le nautisme, la formation, la presse. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous inviter à vous mettre en situation en vous posant ces 3 simples questions. Donc, la première, alors j'ai juste un petit problème de... Hop. Donc, la première, m'est-il déjà arrivé de survaloriser la vie d'une personne influente pour prendre une décision? La seconde, ai-je déjà eu des difficultés à faire adopter un changement de comportement qui serait pourtant bénéfique pour moi et les autres? Et enfin, la dernière, ai-je déjà vu quelqu'un reproduire plusieurs fois la même erreur? Si vous répondez oui à toutes ou à certaines de ces questions, alors vous commencez à vous approprier les premiers réflexes d'observation comportementale. Alors, le nudge, pourquoi on en parle aujourd'hui? Vous l'avez dit tout à l'heure, alors c'est plus que 50 ans d'histoire, hein, c'est 50 ans de recherche universitaire en sciences comportementales. Aujourd'hui, il y a plus de 200 nudge units dans le monde. Alors, une France qui a, je dirais, qui a pris du retard si on la compare aux pays anglo-saxons, mais par contre, qui est de plus en plus active sur le sujet. Alors, j'aime bien rappeler le principe du nudge, parce qu'avec des images, ça parle bien. Donc, le nudge, ça établit une voie royale vers le meilleur choix, ou, au contraire, ça dresse des obstacles sur la route de la mauvaise option. Voilà. Mais encore, je dirais que, déjà, chose qu'on n'a pas précisé, le nudge, il peut prendre plein de formes. Il peut être visuel, sonore, sémantique, graphique. Et ça me paraît très important. Là, par exemple, enfin, les 2 exemples que vous voyez là sur votre gauche, c'est vraiment, il y en a un qui est visuel et il y en a d'autres qui est également visuel. Donc, ça, c'est très fort, ça marque bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un élément dans votre contexte qui guide l'action d'un comportement que l'on souhaite vous faire adopter. Et ça, naturellement, automatiquement. Et là, dans le cas des 2 exemples de gauche, c'est toujours dans l'intérêt de l'individu ou dans l'intérêt général. Et c'est à ça qu'il faut veiller. Une chose très essentielle, c'est que le contexte est roi. Si vous ne prenez pas le contexte en compte, autant ne pas se lancer dans une démarche nudge. En effet, le bruit, le trop d'informations, la lumière, la quantité de personnes, la structure de la pièce, la structure du site internet, la visibilité, l'invisibilité, même notre émotion du moment, beaucoup d'éléments influencent notre comportement. Ce qui est important, et ça, M. Diouf l'a souligné, un nudge ne doit ni obliger, ni contraindre, ni culpabiliser. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que le nudge, c'est une véritable opportunité si et seulement si on a une volonté éthique. Alors, je reviens sur des basiques, mais pour moi, c'est également très important. C'est les 7 mots-clés du nudge que vous avez évoqués, donc on va passer certains rapidement. Bon, les neurosciences, vous l'aurez compris, elles permettent de comprendre comment le cerveau perçoit une information, la traite et la garde en mémoire. L'économie comportementale, elle permet de comprendre comment les vrais gens prennent leurs décisions dans la vraie vie. Le système 1 et le système 2, vous l'avez évoqué en tout début. En système 1, vous êtes en mode automatique. Donc, par exemple, vous vous rendez en voiture chaque matin à votre travail, vous êtes en mode automatique. Vous ne réfléchissez pas. Système 2, vous êtes en mode résolution de problèmes. Par exemple, vous avez rendez-vous chez un nouveau client, vous êtes en système 2, vous décidez de l'heure à laquelle vous devez partir, vous réfléchissez à la meilleure route à prendre, vous devez réfléchir à trouver une place pour vous garer. Voilà, donc là, vous êtes vraiment en mode résolution de problèmes. L'architecture de choix, ça a été évoqué aussi, et pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment la manière d'organiser le contexte de la décision d'un individu. Je prends un exemple.
l'exemple de la machine à café. Aujourd'hui, quasiment sur toutes les machines à café, le niveau de sucre est à 0, par défaut, pour encourager quoi? Une moindre consommation du sucre. Mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 2000. Il y avait toujours du sucre dans le café. Un autre exemple, pendant très longtemps, l'architecture du site internet d'Amazon pour supprimer son compte était extrêmement complexe. Aujourd'hui, c'est plus simple, mais vous avez quand même une page assez longue qui fait état de tout ce que vous allez perdre si vous vous désabonnez. Voilà, donc l'architecture de choix est très importante. Les biais cognitifs, on l'a évoqué. Le cerveau économise ses efforts, alors il fait des raccourcis, il fait des erreurs prévisibles. L'assaillant, c'est un mot très fort qui est très utilisé dans le monde du nudge, c'est le fait qu'elle retienne fortement l'attention. Alors un exemple tout bête, vous retenez l'image du camion de pompier qui, en allumant sa sirène, capte automatiquement l'attention de son environnement. Voilà, ça c'est vraiment saillant. Et puis le sludge, on l'a évoqué, c'est une incitation non éthique, non transparente, difficilement contournable. En fait, sludge, ça veut dire boue. Et la bonne question à se poser, pour moi, toujours, c'est est-ce que le nudge est dans l'intérêt de la personne, contre son intérêt ou uniquement dans l'intérêt de l'émetteur? Voilà. Passé ces éléments, rentrons un peu dans le vif du sujet. Son champ d'action dans le nudge, voilà moi où je l'ai observé, dans le management, dans l'accompagnement au changement, dans la formation, dans l'inclusion et la diversité, dans la RSE, dans l'engagement des employés, la durabilité, la mobilité, la sécurité. Et puis moi, je vais plutôt vous parler de ce que moi j'ai pratiqué, l'expérience client, la prise de décision, la communication, l'innovation produit et la gestion de projet. Alors, donc quelques exemples. Donc, on a parlé tout à l'heure de la DITP. La DITP, c'est la Nudge Unit française qui dépend du ministère de la Transformation publique. Donc, sur quoi ils ont travaillé? Quelques exemples. Ils ont travaillé à accompagner les administrations dans la simplification de leur communication. Il faut savoir que vous avez un citoyen sur deux qui ne va pas aller... qui ne va pas... les procédures administratives étant trop complexes, il va abandonner, il ne va pas aller les chercher. Ils ont travaillé aussi à promouvoir une utilisation raisonnée des écrans par les enfants. Il faut savoir qu'un enfant entre 6 et 17 ans, il passe à peu près 4 heures 11 minutes sur les écrans. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Ils ont aussi travaillé à créer un label clair et efficace sur la réparabilité des équipements électroniques. Et puis, promouvoir une consommation raisonnée des antibiotiques. Ils travaillent sur beaucoup de sujets. Maintenant, dans le secteur privé, quelques exemples de nudge. Je vous parlerai de quelques exemples d'entreprises, mais d'abord des nudge. Celui-ci, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, vous connaissez peut-être l'AFIL. L'AFIL, c'est l'alerte de franchissement involontaire de ligne. C'est un dispositif qui vous avertit, qui avertit le conducteur lorsque une automobile franchit involontairement une ligne blanche ou qu'il s'écarte de la route. Et en fait, il a été créé suite à une somnolence au volant par le constructeur de poids lourds Mercedes à la fin des années 90. Et après, Citroën se l'est approprié. Alors, cette alerte, elle est bien un nudge, elle respecte la liberté et de le contourner car elle est désactivable. Et ce signal, surtout, ne génère pas d'effet pervers, comme vous faire sursauter, par exemple. Ici, non, c'est pas apparu. Nous avons... donc là, c'est un pommeau de douche. Donc, pour encourager une utilisation raisonnée de l'eau, on va avoir affaire à des sécheresses, des pénuries. Les technologies se développent en fait. Et c'est le cas du pommeau de douche développé par une marque grenobloise. Donc, en fonction de la quantité d'eau, en fait, le pommeau change de couleur. Il est vert jusqu'à 10 litres, il est bleu jusqu'à 20 litres, violet jusqu'à 30 litres, rouge jusqu'à 40 litres. Et au-delà, le pommeau se met à clignoter et invite l'utilisateur naturellement à fermer le robinet.
Ensuite, nous avons la marque Caprice des Dieux pour retourner à l'alimentation. Donc, eux se sont engagés depuis 2017 dans l'incitation à une consommation raisonnée et responsable. Donc, ils ont créé des languettes avec des portions de 15 grammes et de 52 kilocalories exactement. Et donc, les consommateurs auraient une meilleure idée de la taille raisonnable d'une portion. Et donc, ils adopteraient de fait un meilleur contrôle des quantités de fromage mangé. Donc, ils parlent d'un résultat de moins de 13% en consommation. En 2016, je crois, la Roche-Posay du groupe L'Oréal a décidé de lancer le premier patch de mesure de sensibilité aux ultraviolets. Donc là, plus d'1 million de ces dispositifs connectés applicables sur la peau du dos de la main ont été distribués dans 37 pays. Et là, c'était un moyen de faire prendre conscience des méfaits de l'exposition aux UV et donc à encourager à se protéger. Et apparemment, ça a porté ses fruits puisque 34% des utilisateurs ont appliqué de la crème solaire plus souvent et 37% se seraient moins exposés. Donc voilà pour les exemples nudge. Maintenant, les exemples d'entreprises qui travaillent avec le nudge. On a BNP Paribas. Alors, pour améliorer des process, ils ont fait appel aux sciences comportementales. Par exemple, en RH, pour favoriser la parité dans leurs équipes. C'est une grosse difficulté qu'ils rencontrent. Et puis en marketing, là par contre, ils ont fait du vrai marketing, ils ont nudgé les applis, les sites web, les mailings, et ils ont même optimisé la qualité de leur call center. Un autre exemple d'entreprise, la Fédération française des jeux. Beaucoup la connaissent, hein, c'est 26 millions de clients, 2 réseaux de distribution, du digital et du tabac presse. Il y a 33 000 points de vente et il faut savoir qu'ils sont aveugles car ils ne connaissent pas leurs clients, en tout cas ceux en tabac presse. Donc, ils ont fait un travail marketing et d'observation comportementale. Donc, ils ont adopté le premier grand principe des sciences comportementales. Ils ont travaillé en contexte. Ils ont envoyé des enquêteurs, des shoppers, dans 80 points de vente. Ils ont également équipé leurs shoppers de lunettes d'eye tracking. Et puis, alors tout ça pourquoi? Pour étudier ce qui est vu et de quoi on se souvient. Et puis, ils ont été équipés de bracelets émotionnels. Et enfin, ils ont intégré des questions qui relèvent de l'émotionnel et qui sont basées sur le modèle EPIC. C'est un modèle que la BVA a créé et c'est sa propriété, donc pour intégrer des questions émotionnelles. D'autres exemples, Kipling, que vous connaissez peut-être, ils sont nantais, c'est un éditeur de jeux numériques en santé, ils utilisent la gamification pour faciliter l'activité physique. Et puis la start-up Zoï, alors là c'est tout frais, hein, ça date d'il y a 15 jours, elle vient de lever 20 millions d'euros. Et la jeune pousse va allier des sciences de données et des sciences comportementales pour créer une application de médecine préventive personnalisée. Une marque très connue, les Polo Lacoste, donc 90 ans d'existence, 15 000 points de vente dans le monde. Alors eux, ils ont utilisé les sciences comportementales à travers le design d'expérience et la formation de leur équipe de vente. Alors leur ambition, c'était de révéler le potentiel émotionnel du parcours client et de définir les moments signatures. Et eux aussi, ils ont intégré des questions qui relèvent de l'émotionnel. Alors, pour former les équipes, ils ont cadré, ils ont rendu les choses simples d'appropriation et accessibles. Le nudge est partout dans leur formation et ils sont en phase maintenant de nudger les points de vente pour rappeler aux vendeurs ce qu'ils ont à faire en magasin. Donc, un chiffre intéressant justement à retenir en ce qui concerne la formation, c'est que si on n'applique pas les enseignements que l'on a reçus dans les séjours, eh bien, on va en oublier 75%. Donc, ils capitalisent là-dessus sur le fait de nudger les points de vente. Je ne pouvais pas ne pas parler du Transilien SNCF parce que c'est la seule entreprise de transport à disposer d'une équipe dédiée au nudge. Donc là, sur la gauche, ça se passe en Gare du Nord. Et pour améliorer la gestion des flux des voyageurs, il y a de grandes images qui évoluent dans une thématique sportive, sur fond orange, saillant, avec le slogan 1, 2, 3, à vos titres de transport.
L'objectif, c'est clair, c'est éviter les bouchons et faire anticiper le geste de validation par les voyageurs. Le levier, c'est la saillance et puis la notion d'étape. Un autre nudge, le nudge propreté, qui est connu également. Le problème, c'est que beaucoup de clients urinaient à cet endroit. Le bilan a été plutôt positif, puisqu'il y a eu une diminution de 81% des épanchements. Donc, le levier, c'est le regard des autres, le gros visage. Une problématique que rencontre beaucoup la SNCF, c'est en haut à droite, c'est 200 bagages oubliés chaque semaine dans les gares et les trains. C'est 620 000 minutes perdues en 2021. Et cette affiche, elle permet de travailler sur les irritants et va favoriser l'attention à l'autre. Et puis en bas à droite, ça c'est plus récent, juin 2022, pour tenter de contrôler les oublis de bagages, la RATP a elle aussi installé un nudge qui est un sac géant à la gare d'Aubert sur le RER A. Là aussi, pour eux, c'est un vrai fléau. 1 heure de coupure de circulation dans le métro, ça peut provoquer 1 heure de coupure complète, ce qui est quand même assez dramatique dans l'organisation. Alors, maintenant, en ce qui me concerne mon expérience à moi, moi, j'ai rencontré très souvent les biais que je vous cite en dessous. Alors, ça ne va peut-être pas vous parler, mais on va un peu les décrire par la suite. La malédiction de la connaissance, le biais d'ancrage, l'aversion au risque, le biais de conformité, le biais de statu quo, le biais du planificateur et le biais de surconfiance. Une chose est sûre, ce que je peux vous dire, moi, de mon expérience, c'est qu'au début de mon parcours pro, moi, j'étais commerciale, j'étais sur le terrain et j'étais plutôt perplexe sur l'idée qu'il fallait amener les consommateurs à acheter ce dont ils n'avaient pas besoin ou ce dont ils n'avaient pas envie. Ça m'interpellait. Donc, pour moi, l'intérêt majeur, selon moi, des sciences comportementales dans le cadre du nudge marketing, c'est l'expérience client. C'est ce que vous allez leur faire vivre, c'est comprendre ce qui est réellement important pour nos clients et ce qu'ils vivent en termes d'expérience avec votre marque du début à la fin. Moi, dans mon premier job, j'ai mis en place ce service réclamation et 80% des clients étaient d'une fidélité absolue. Ça a été une mine d'or pour mieux comprendre et pour mieux les servir. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. La prise de médicaments post-opératoires. Voilà. Suite à une opération chirurgicale, le patient ne comprend généralement pas les termes complexes des prescriptions. Je vous donne l'ordonnance. Lorsque le patient il rentre chez lui, il ne peut plus poser de questions. Souvent, à la pharmacie, les informations sont données rapidement. Et au moment de la prise des comprimés, chez soi, tête reposée, souvent le soir, le patient il est tendu, il est inquiet, il est perdu. Et donc là, on peut identifier le biais malédiction de la connaissance. Ça intervient lorsqu'une personne qui communique avec d'autres personnes suppose qu'elle a le même niveau de connaissance qu'elle. Et donc là, les chirurgiens, les pharmaciens, ils parlent une langue que nous ne comprenons pas pour la plupart. Donc, une phrase explicative pour distinguer ce qui est indispensable de ce qui est secondaire est fondamentale et pourtant rare. Et ici, il est même précisé quel type de médicament c'est. Voilà, donc à prendre seulement en complément ou si celui-ci n'est pas suffisamment efficace. Ça permet de ne pas prendre tous ces médicaments si ce n'est pas nécessaire. Un autre exemple, je travaillais pour une fédération où la conquête de partenaires, c'était essentiel pour la pérennité de l'event. Ce que j'ai très vite mis en place, c'est l'enregistrement immédiat dans mon smartphone du contact partenaire lors d'un appel entrant. Alors, qu'il soit encore simple lead ou partenaire actif, prochain appel entrant sur mon smartphone, cela me permettait d'identifier immédiatement le contact et d'engager la conversation avec « Comment allez-vous, Guillaume ?» C'était la première marche de l'échelle de confiance et tous sans exception ont apprécié vraiment ce détail, ce qui a consolidé les liens partenaires. Un autre exemple assez intéressant, lors d'un projet de lancement de concept, j'étais avec 4 directeurs qui ne parvenaient pas à faire de choix autour d'un nouveau nom et de son logo. Le biais clairement identifié, c'était l'aversion au risque, ils avaient peur de prendre une mauvaise décision. Mais nous, on ne pouvait plus attendre, ça allait engendrer des retards. Et la première réunion de présentation des éléments avait été un échec. Les échanges avaient été totalement subjectifs et ils s'étaient dès le début influencés les uns les autres de manière très négative.
Moi, j'ai procédé donc alors à 2 étapes. Pour le logo, je leur ai envoyé un mini questionnaire en ligne avec 2 visuels. La consigne était « je valide » ou « je commente », avec une deadline programmée de façon à ce qu'ils n'aient pas le temps de discuter avant, ensemble. Puis, pour le nom, je leur ai demandé d'écrire en début de réunion, d'écrire, je dis bien d'écrire, de ne pas parler, le nom qu'ils préféraient parmi les 3 propositions. Et à ma grande surprise, sur les 2 procédés, ils ont été totalement raccords entre eux. Ils ont été aussi très surpris de la reprendre. Donc, cette méthode a permis d'éviter le biais d'ancrage de la première réunion. Il faut savoir que le premier à donner son avis dans une réunion, il va donner généralement le ton. Et cela peut donner une suite aussi bien positive que négative. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Alors, la communication, donc un petit exercice. La communication, le message doit être le plus explicite possible pour s'imprimer immédiatement dans le système 1 de votre interlocuteur. Je vous donne l'exemple. Prenez juste 10 secondes pour me dire, ou pour dire dans votre tête ce que vous comprenez avec ce message. Alors, en général, quand les gens peuvent me répondre, ils ne me disent pas grand-chose. Il faut bien manger, je ne sais pas. Eh bien, ce n'est pas nudge. Par contre, là, clairement, on comprend tout de suite les proportions alimentaires que l'on doit consommer quotidiennement pour bien se nourrir. Voilà, donc ça, c'est un exemple de communication. Un exemple d'innovation produit dans laquelle j'ai travaillé également lors d'un groupe d'études quali avec un focus group. Les individus avaient tendance à vouloir se montrer sur leur meilleur jour, à vous dire ce que vous avez envie d'entendre, et puis ou encore à se ranger à l'avis d'autres. Donc, ce que j'ai découvert assez tôt quand même, c'est le biais de désirabilité sociale, que j'ai encore découvert là, lors d'une mission pour la région de Nudge. Donc, il est bien présent, et puis le biais de conformité. Donc, attention les marketeurs à aller au-delà des méthodes classiques déclaratives et aux écrans psychologiques. Un autre exemple, l'innovation produit. On a tendance à segmenter nos marchés en fonction de critères dits objectifs, tels que les critères géographiques, socio-économiques, démographiques, qui sont en effet plus faciles à identifier et mesurer. Moi, j'ai travaillé chez un chocolatier gastronomique, et moi, ce que je constatais, c'est qu'on avait certains clients qui n'achetaient que pour offrir, et tandis que d'autres qui n'achetaient que pour Noël uniquement. Et puis encore d'autres qui achetaient que des tablettes pour leur consommation le soir devant la télé. Et puis, on avait des clients qui s'en remettaient totalement vendeuses. Donc, en fait, je m'apercevais que la quantité, la fréquence, les produits achetés variaient à l'intérieur même des gros sites d'acheteurs qu'on avait définis. Donc, les sciences comportementales m'ont amené à segmenter différemment et à privilégier le classement par comportement. La gestion de projet, vous en avez parlé tout à l'heure, l'intégration d'un collaborateur. Encore une fois, le biais qu'on voit ici, c'est la malédiction de la connaissance. Oui, les acronymes sont source d'exclusion. Donc, moi, ce que je mets souvent en place, c'est une liste de 20 mots acronymes les plus utilisés pour favoriser l'intégration rapide d'un nouveau collègue, faciliter les premières réunions et les premiers échanges. J'avais travaillé pour l'Université de Nantes. Et je me souviens, à ma première réunion en tant que consultant, il n'arrêtait pas de parler de SFR. Et SFR, moi, mon cerveau, ce qu'il captait, c'était l'opérateur, la Société française de radiotéléphonie. Et bien non, il parlait de la structure fédérative de recherche en santé. Ça m'a perdu un peu, pas beaucoup, mais ça m'a perdu. Voilà. Et puis, un dernier exemple, la gestion de projet. Je trouve ça très important. C'est un exemple que je vais pas citer l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, mais je vais illustrer autrement. Parce que le chef d'entreprise que je n'avais connu que des succès, et là, il allait travailler dans un nouveau secteur. En attendant, ce qui s'est révélé encore là, c'est que l'excès de confiance dans la gestion d'un futur projet, ça arrive très souvent. Une étude sur 258 grands projets d'infrastructure, chemin de fer, tunnel, pont, montre que 86% dépassent leur budget. Quelques exemples, l'Opératinet, là c'est le gouffre, on est passé de 7 à 102 milliards de dollars australiens. Le musée des Confluences de Lyon, 10 ans de retard, 5 fois plus cher que prévu. Et la Philharmonie de Paris a dépassé son budget de 200%. Donc, la limite de la vision interne, elle n'intègre pas les aléas possibles, et surtout, on ne va pas chercher les enseignements de projets similaires qui ont été réalisés, et c'est dommage.
Donc là, on est sur l'excès de surconfiance parce qu'on va y arriver, on est plus fort, et puis le biais du planificateur. Voilà, juste pour finir, combien de décisions notre cerveau prend-il par jour, à votre avis? Eh bien, je vous donne la réponse, vous ne pouvez pas tous répondre. Eh bien, 35 000. Voilà, donc ça devient un petit peu compliqué. On est bien obligé de faire des raccourcis. Voilà. Si j'ai encore une minute, je peux finir avec qu'est-ce qu'un bon nudge? Un nudge doit être simple à comprendre, simple à utiliser, simple à mettre en place, simple à contourner et au service de l'individu ou du collectif. Et en ça, on est sur la voie d'être éthique. Voilà. C'est tout pour moi. Ouais, très bien, c'est déjà super. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très instructif et je pense que les deux discours sont bien complétés. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mathis? Merci beaucoup, Anne. C'était très clair, limpide. Merci aussi, Monsieur Diouf, pour votre intervention. Merci à vous. Ça a permis d'avoir les deux points de vue entre Monsieur Diouf qui est plus sur l'aspect recherche théorique et vous, Anne, qui êtes professionnelle sur le terrain. Donc, les deux avis étaient parfaitement complémentaires. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Avant cela, avant juste de passer aux questions-réponses, je pense que c'est aussi le moment de remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à monter cette conférence. Coralie Bourlet, notamment du réseau BMA, notre responsable de master, Maud, qui nous regarde actuellement et j'espère que nous vous avons rendu fiers. Merci également à toute l'équipe de marketeurs, évidemment, à Baptiste Bayon, toute l'équipe de la com qui a fait un super travail aussi pour partager cet événement derrière que la femme de l'ombre qui sans elle aurait été mauvais. Voilà, merci beaucoup. Alors si vous avez des questions maintenant, nous invitons tous les spectateurs à écrire ça dans le chat, comme ça les professionnels peuvent échanger avec vous. Sinon, en attendant, je peux déjà introduire avec une première question. À Madame Leroux, je sais que dans la réunion préliminaire, on avait évoqué le fait que la France était peut-être en retard par rapport à certains pays internationaux. Est-ce que vous pouvez livrer votre avis par rapport à ça? Oui, alors moi je trouve que les acteurs ne l'évoquent pas beaucoup, ne le mettent pas beaucoup en avant, mais il se passe quand même beaucoup de choses, hein. Et puis on a des organisations comme la BVA Nudge Unique qui est très très active avec des Nudge Challenge, donc il se passe vraiment des choses. Simplement, je me questionne à chaque fois que j'entends parler du nudge sur les médias, c'est toujours extrêmement c'est très limité et c'est vu de manière négative. Et je pense qu'on pourrait quand même essayer d'avoir une contrepartie de discussion en mettant en avant les effets pervers, hein, les effets manipulateurs qui sont réels, ça j'y crois profondément, mais également ce que ça a permis de faire avancer. Et ça, je trouve qu'on manque d'objectivité. Alors, est-ce que c'est pour ça que ce n'est pas aussi facilement déclaré? En tout cas, les sciences comportementales, elles sont utilisées par plein d'entreprises. Ça, c'est certain. Très bien. Merci. Monsieur Diouf, peut-être un avis également? Non, bah après je pense un peu pareil. C'est vrai que la plupart du temps, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est toujours quelle est l'utilité derrière. Et Madame Leroux l'a bien précisé, il faut que ce nudge soit au service de l'individu, en fait, à la base. Et dès le moment où on est parfois sur une logique qui a tendance à favoriser peut-être l'entreprise en question, et ça a tendance à parfois rajouter de l'eau au moulin de ce discours qui consiste à dire que c'est un manipulateur, et puis déjà que les gens n'ont pas une bonne perception souvent du marketing à la base et des outils qui sont déployés par les entreprises. Si on n'a pas, comment on appelle ça, on ne déploie pas effectivement un nudge clair en essayant d'intégrer ces différentes dimensions que vous retrouvez d'ailleurs sur la slide de Madame Leroux. Je pense qu'on a tendance effectivement à ne pas avoir peut-être des nudges qui sont bien perçus pour le coup et qui derrière au final finissent par manquer d'efficacité et qui refroidissent peut-être les gens à les utiliser au final. D'accord. Très bien. Merci, monsieur. Alors, on a une question de Chloé Bar qui nous demande comment savoir si on crée du nudge ou du sludge. Alors, rapidement, ça fait référence à ce que disait Anne tout à l'heure. En fait, c'est une question de point de vue, je pense. Tout dépend
du point de vue, est-ce qu'on sert l'intérêt de l'émetteur ou est-ce qu'on sert l'intérêt du destinataire? Quand on sert principalement l'intérêt de l'émetteur, on est sur du sludge. Quand on sert principalement l'intérêt du destinataire, on est sur du nudge. En fait, c'est assez simple et je crois que c'est l'auteur du livre dont on parlait tout à l'heure, Richard Taylor, qui l'évoquait. Il suffit de demander en fait à la cible. Si la cible accueille positivement le message nudge qu'on lui transmet, alors on peut déclarer que c'est du nudge. Par contre, si l'action est accueillie négativement, si on sent l'individu a l'impression de se faire manipuler, on se trouve dans une situation nudge. En fait, tout est une question de point de vue. Je pourrais peut-être rajouter à cela un autre élément qui est quelles sont peut-être les sources peut-être de tension que vous pouvez retrouver dans la manière dont ce nudge est perçu. C'est-à-dire que ça peut être une question peut-être de qualité de conception de votre nudge. Peut-être que vous avez mal conçu le nudge et l'intention était peut-être bonne, mais l'exécution n'est pas la bonne. Peut-être que vous avez aussi mal cerné les attentes du public. Votre étude de marché n'était pas bonne. Vous avez mal compris ce qui était attendu. Au final, la conception finit par poser problème, ou ça peut aussi être, comme on appelle ça, un souci de communication aussi, et peut-être que la manière dont vous êtes exprimé autour du dispositif a peut-être un peu généré de la confusion, et au final, on finit par passer à côté de ce qu'était votre intention véritable. Donc parfois, je pense qu'on peut être bien intentionné, mais se louper sur soit l'exécution, soit éventuellement la manière dont on a conçu l'offre ou le dispositif, soit quasiment sur la manière dont on a écouté le consommateur pour pouvoir le concevoir. Donc, le passage du nudge au sludge peut-être s'expliquer par des défaillances au niveau de ces différents des éléments de paramétrage, quoi. Oui, très bien, très juste. Peut-être Madame Leroux pourrait Ben, compléter à ce propos. Complètement d'accord. Et moi, je rajouterais juste une anecdote. Si le nudge que l'on fait devait paraître en première page du Monde, est-ce qu'on en serait fier? C'est ça. Voilà. Ça, c'est un bon point. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect, l'expertise. C'est-à-dire, parfois, les gens pensent que c'est des choses qui sont faciles à faire. Prendre un sac géant, le mettre dans une gare en disant un bagage perdu, et on se dit, oh, c'est comme faire de la communication ou gérer des réseaux sociaux. Tout le monde pense que c'est facile à faire. Il faut juste que ce soit tape à l'œil, etc., etc. Mais c'est une expertise, c'est une compétence. Ça s'apprend. On apprend de ses erreurs. On essaye effectivement de se former. Donc, avant peut-être de se lancer dedans, il faut être sûr d'être bien outillé, d'être bien formé avant d'être autonome. Donc, ça nécessite parfois le fait de passer par des experts qui vous forment, de suivre des cours, de tester un peu, de faire certaines erreurs, de regarder des benchmarks avant de devenir véritablement efficace dans la manière de les déployer. Super, très bien, merci. Merci. Maintenant, une question à l'adresse encore des professionnels. Bonjour, une question de Louis Guillou. Bonjour, avez-vous des ouvrages à nous conseiller pour des premières réflexions sur le nudge? Il vous remercie d'avance. Alors, moi, j'avais préparé une liste peut-être bibliographique, Mathis, vous pourrez toujours peut-être la faire parvenir avec une série d'articles et de livres que j'ai consultés pour la présentation, notamment alors qui mixent à la fois des auteurs en marketing et en santé publique. Si je peux peut-être reprendre juste la main sur le partage d'écran, je peux les afficher si c'est possible. Sinon, alors on pourra vous les communiquer Sinon, directement. oui, sinon vous les communiquez directement, mais à la limite, j'en avais préparé quelques-uns qui sont peut-être les auteurs phares que l'on retrouve notamment dans le domaine, ou certains articles, notamment en français, pour ceux qui sont peut-être un peu allergiques à l'anglais aussi, qui seront dans la liste bibliographique. Anne, il faut que vous sautiez votre partage d'écran pour que M. Deus puisse... Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, ça c'est bon, je vais juste aller retrouver la présentation parce que je l'avais au Moi, en final. attendant, un livre qui m'a marqué, et pour tout vous dire, une anecdote aussi, je l'ai acheté 3 fois sans m'en rendre compte, tellement ça m'interpellait. C'est vraiment moi qui décide, de Dan Ariely, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier sur ce sujet, il y a plusieurs années. Et je le trouve encore très bon. Le livre s'appelle « C'est encore moi », c'est ça? C'est vraiment moi qui décide. Vraiment moi qui décide, ok. De Dan Ariely. On va écrire dans le chat. Hop, Alors, là, pour le coup, normalement, ça devrait s'afficher peut-être pour tout le monde. Oui.
Alors, vous avez quelques références. Celui que j'ai utilisé notamment et qui est une sorte comment on appelle ça, l'ouvrage le peut-être plus récent sur les nudges en santé, c'est celui de Karine Galopel-Morvan, Dominique Trier, qui date de 2022, Marketing social et nudge, pour ceux que ça peut intéresser. Sinon, vous retrouvez des livres notamment ou des articles sur l'éthique du nudge par Bovens, Bondolfi par exemple, qui ont travaillé sur ces notions de rapport entre éthique minimale, bioéthique, on est sur ces questions effectivement d'utilisation du nudge, et des ouvrages peut-être un peu plus marketing ou bien des articles plus marketing avec Nebenzal ou Nelson, qui datent entre les fins 90 et puis les années 2010. Vous retrouvez aussi des articles assez intéressants qui sont des auteurs assez prolifiques sur la question. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter peut-être ces ouvrages pour trouver notamment les autres références peut-être phares dans le domaine. Super, merci. On a une petite. Alors, on a un peu dépassé sur le temps. On a une question de Jeanne. Jeanne, normalement, vous pouvez la poser. Si d'autres ont des questions à poser à l'oral, vous pouvez lever la main avec le petit bouton et on vous donnera accès à la parole, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Oui, bonjour à tous, merci pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. Moi, je voulais juste réagir par rapport à la conclusion que vous aviez faite tout à l'heure, Monsieur Diouf, en ce qui concerne de redéfinir en fait le cadre, peut-être d'expliquer, si j'ai bien compris, aux consommateurs, aux individus, qu'ils sont face à à un nudge. Est-ce que du coup, en faisant cela, ça va pas, est-ce que du coup, le nudge va quand même marcher derrière? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est peut-être là où le dilemme a tendance parfois à se présenter, parce qu'on se dit que si les ficelles sont perçues, est-ce que votre nudge, il marche, il est aussi efficace que ça? Mais au final, ce qui devient aussi intéressant, c'est qu'il y a un effet aussi de viralité parfois avec le nudge. Et quand il est bien réussi, les gens ont tendance à en parler autour d'eux, et l'artifice qui est peut-être derrière ou la mécanique qui est derrière se voit assez facilement. L'exemple que je pensais qui aurait été présenté, vous savez, c'est ce fameux, je ne sais plus dans quel pays, soit la Suède ou le Danemark, où on avait transformé des marches de métro en piano et pour pousser les gens à ne pas prendre l'escalator et à monter sur les marches parce que ça faisait de la musique. Je veux dire, c'est très fun, mais à un moment, on comprend tous effectivement comment ça fonctionne. Ça n'empêche pas les gens pourtant on a vu des papis essayer de sauter sur les marches alors qu'en temps normal, ils auraient pris l'escalator. Donc, je pense que cette notion de transparence-là, quand elle est présente et que le dispositif est bien construit pour la cible qui en voit l'intérêt, je pense qu'ils partiront effectivement dessus. Et quand on voit notamment la dimension ou l'émergence effectivement des questionnements éthiques liés aux pratiques de beaucoup d'organisations, dont les organisations marchandes, il faudrait faire attention à véritablement l'intégrer dans la réflexion et le déploiement de ces dispositifs, parce que je pense que ça pourrait avoir un effet parfois un peu contre-productif si vous ne le déployez pas. Donc, je pense qu'il y a dans certains cas où la notion de transparence serait importante, dans d'autres cas où peut-être on n'a pas besoin forcément d'y aller. Donc, ça serait peut-être à contextualiser en fonction peut-être des secteurs ou en fonction des offres auxquelles vous adressez. Je ne sais pas ce que Madame Leroux en pense. Éventuellement, la discussion est encore en cours, quoi. Je pense que ce n'est pas vraiment tranché par beaucoup. C'est très variable, effectivement, selon les sujets. Moi, je vois le glossaire avec les acronymes. Il est évidemment visible, mais il est évidemment très important et il doit se répéter, se multiplier et devenir systématique. Non, c'est très compliqué. Alors, on dit que, vous savez, les fameux, pour traverser les passages piétons là, qui sont en 3D, on dit qu'ils ont beaucoup moins d'effet. Alors là, il n'y a même pas, on ne sait même pas si c'est un nudge, en fait, mais il perd de son effet. Moi, je pense que tester, c'est très important, quoi qu'il se passe. Dire que c'est un nudge, pour moi, c'est très important. Je ne peux pas m'empêcher de le penser. Voilà, donc je pense qu'il faut partir sur cette base et tester. D'accord. Et peut-être pour compléter le propos de Madame Leroux, je pense qu'il y a aussi la notion même de mise comment on appelle, alors les mettre à jour ou éventuellement les revisiter. C'est-à-dire le nudge, vous pouvez pas, un dispositif va pas durer 1 an ou 5 ans. Dès le moment où les gens l'ont testé 1 fois, 2 fois, c'est bon, ils sont là, c'est comme des enfants avec un jouet, ils ont envie de passer à autre chose. Donc, vous êtes obligé aussi, quand vous lancez dans ces logiques-là,
d'être assez innovant et de proposer des choses peut-être assez régulièrement pour que ça puisse marcher. Et donc, quand on rentre dans cet engrenage-là, on a intérêt à avoir du stock d'idées derrière, parce que sinon, on finit par être à sec et ne plus avoir rien d'autre à proposer, quoi. Donc, c'est comme quand vous pensez la planification, par exemple, de vos posts sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui se préparent parfois 6 mois, un an à l'avance avec un calendrier bien construit et des idées qui vous permettent d'alimenter peut-être vos réseaux. C'est un peu pareil avec cette logique parfois de nudge. Il faut avoir des choses qui remplacent les autres pour que les gens restent dans cette logique de continuer un peu à le faire. C'est un mauvais exemple, mais j'ai entendu parler rien que ce matin du Damp January. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce qu'il y a le Dry January qui est la période où on ne boit pas du tout d'alcool en mois de janvier. Là, maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas faire le Dry January, on propose un January trempé où vous allez peut-être réguler un peu plus votre consommation d'alcool. C'est-à-dire, au lieu de boire 3 verres de vin durant le repas, on vous dit un, parce qu'on sait qu'il y en a qui ne peuvent pas peut-être carrément s'en abstenir. Donc, on voit bien que certaines personnes essayent parfois de récupérer en fait ces dispositifs déjà existants, de les transformer pour que ça serve peut-être un peu plus leur intérêt, mais ça génère un peu une logique peut-être de buzz aussi sur lequel on a envie d'être, et il ne faudrait pas confondre parfois le nudge avec juste un phénomène de buzz où on essaye de faire parler de soi pour se faire remarquer. C'est pas l'intérêt. D'accord, ok. Je rajouterais juste, Jeanne, la périssabilité du nudge, je ne sais pas si c'est dit ce que je dis, c'est aussi une métrique. Je veux dire, on doit le mesurer. Ça fait partie voilà, du test et de la mesure derrière pour le déployer. D'accord, ok. Oui, je vois bien En fait, c'est vrai que j'avais pas cette réflexion long-termiste par rapport aux actions et aux outils qui sont mis en place par rapport au nudge, mais c'est vrai que voilà, là j'ai ma réponse. Merci beaucoup. Merci. Vous parlez aussi d'évaluation de l'efficacité du nudge. J'imagine que ça se fait à travers à la fois des études qualitatives et quantitatives. Par exemple, l'aéroport d'Amsterdam, Mathis a donné les chiffres, ça a amené une baisse de 80% des cabossures, il faut dire. Mais je pense qu'il y a aussi des études de compréhension des nudge. Donc là, le qualitatif entre eux aussi en jeu. Lors de la perception des gens de nudge. C'est tellement, le nudge, c'est tellement dans la précision d'un comportement, quelque chose de très précis, c'est très difficile parce qu'après, il y a quand même une dimension économique derrière. Il y en a qui vont aller faire de la statistique parce qu'ils ont les moyens, ils vont aller observer, ils vont aller contrôler, et d'autres ne vont pas le faire. Donc, Ouais. c'est difficile. La mouche, par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est le cliché, parce qu'il faut aller bien au-delà de ça. On ne sait pas aujourd'hui ce que ça donne. On ne sait pas si elles y sont toujours. Et j'ai beau chercher l'information toujours, ça m'intéresse. Alors un jour, quand j'irai à Amsterdam, hein, bien sûr que j'irai dans les toilettes hommes. Hein. Mais en attendant, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc ça, c'est un petit peu agaçant, parce qu'effectivement, on a envie d'avoir des statistiques. Donc certains le font, d'autres ne le font pas. C'est de la rigueur aussi. Hein. Oui, je compléterai je souscris à ce que vous dites, hein, Madame Leroux. Je pense que c'est important et qu'on voit parfois, quand on est dans des logiques marchandes, je pense qu'aussi que parfois dans le privé, on peut avoir cette dimension purement économique derrière et qu'on va considérer l'efficacité d'un nudge peut-être en termes de retour sur investissement, ce qui n'est pas peut-être suffisant. D'autres n'ont pas le temps parce qu'ils sont tellement pris par les différentes activités qu'ils mènent qu'ils ne prennent pas le temps de déployer des actions un peu d'évaluation pour voir si ça a fonctionné ou pas. Quand on arrive dans la logique de santé publique, par exemple, vous devez essayer d'évaluer les choses pour savoir si le programme a fonctionné ou pas. Donc, à la fois sur des paramètres peut-être un peu plus cognitifs, affectifs ou éventuellement comportementaux, vous voulez savoir si les gens ont véritablement compris en quoi le comportement que vous préconisez est le bon et qu'ils deviennent autonomes dans la manière de pouvoir s'autogérer. Sinon, vous êtes obligé de multiplier les nudges jusqu'à la fin des temps pour qu'ils se comportent effectivement correctement, alors qu'à un moment, quand on vous explique comment vous brossez les dents, on n'a pas besoin de vous faire une leçon dessus jusqu'à vos 80 ans pour que vous sachiez vous brosser les dents. Quoi qu'à 80 ans, vous aurez peut-être plus de dents à brosser, on ne sait pas, si vous n'avez pas suivi les bonnes leçons. Donc, pareil, d'un point de vue économique, d'un point de vue affectif, il peut y avoir aussi la relation que vous pouvez avoir avec certains types de comportements en pensant que parfois l'affect peut jouer sur la manière dont vous allez éventuellement décider de mettre en place certains comportements ou pas. Donc, je pense que ce sont les différents paramètres sur lesquels vous pouvez parfois voir si les gens ont véritablement tiré une leçon des dispositifs que vous avez déployés.
Et si vous ne le faites pas, surtout quand on est dans une logique de santé publique, dans les milieux associatifs où les gens n'ont pas tout le temps beaucoup de moyens pour déployer ce type de dispositif et dépendent des subventions publiques, bah, ils n'auront aucune mesure les années qui suivent d'aller convaincre l'État ou d'autres institutions de leur donner cet argent pour pouvoir travailler. Donc parfois, je pense que dans ces milieux, nos marchands notamment, il est important d'évaluer votre travail pour convaincre les décideurs et les acteurs de santé que ce que vous faites, ça marche et qu'on doit vous faire confiance sur d'autres projets pour que vous continuiez à les développer. Donc, dès le moment où vous concevez pour le coup le nudge, et je le répète, pensez à déployer les outils qui vous permettent de mesurer ce que vous êtes en train de faire afin de pouvoir les déployer en même temps que le dispositif en question et que ça devienne tellement automatique que vous n'avez pas à le penser après et que vous n'avez pas la flemme de le faire pour le coup. Donc, c'est peut-être une manière plus rapide d'y recourir. Très bien, merci. Je pense que c'était très clair en plus, les explications. Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait encore de questions. Voilà, si il y a une dernière question, c'est le moment. Parce qu'on a déjà bien débordé. On avait annoncé midi en fin de compte. Ouais, merci pour votre patience. Mais ça montre moi que le sujet intéresse et que ça mobilise encore les gens. On n'a pas d'autres questions. Ouais, donc oui, on l'a dit dans le chat, il y aura un replay de la conférence qui vous sera communiqué via nos réseaux, peut-être éventuellement par mail sur demande. Donc voilà, s'il y a des sujets qui ont besoin d'être réabordés, n'hésitez pas à travers ce replay. Moi, voilà, je tenais encore à remercier Monsieur Diouf, Madame Anne Leroux d'être venus nous présenter leurs connaissances, leur expérience sur le sujet. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je pense particulièrement à Coralie Bourlet. Ah, on ne vous entend On ne plus. vous entend plus, Je pense que c'est la connexion qui bug là. qui fatigue, oui. Oui, Okay. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est c'est bon. bon. Rapidement, Marketeur, ça continue puisque des podcasts vont être prochainement publiés sur nos réseaux. Donc voilà, si vous voulez découvrir d'autres sujets marketing, enrichir vos connaissances en la matière, n'hésitez pas, ça se passera sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, par mail éventuellement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire, Monsieur Diouf ou Anne Leroux. Bon, après moi, les professionnels, je les revois plus, mais les étudiants, je les aurai sous la main tout à l'heure, donc on pourra continuer le travail en classe pour le coup. Mais ce fut un plaisir de pouvoir effectivement échanger avec vous tous et de faire la connaissance de Madame Leroux et de voir effectivement Oui. l'expertise qu'elle déploie, en espérant qu'on aura l'occasion peut-être de se recroiser et puis certainement d'approfondir un peu ces différents sujets. Oui, avec plaisir. C'était un grand plaisir d'écouter votre partie également. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et, Ouais. Et n'oubliez pas, il y a aussi Marketeur organise un afterwork oui. le 20 février. Alors, Le 8 février, pardon. Merci. Alors, nous invitons tous les étudiants et professionnels qui pourraient être intéressés par cela à nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour ce midi et puis bon week-end à venir. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. À vous. Au Au revoir. Merci.